Salut, je m'appelle Frédéric Letourneux, puis aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet de la chasse sur le comportement des oies et un peu de comment la pandémie est venue jouer là-dedans. En temps normal, s'il n'y avait pas eu de pandémie, on serait tous assis ensemble dans la salle Hydro-Québec, juste ici. On est un peu triste de ne pas pouvoir être tous réunis, mais ça fait peut-être l'affaire de certains, comme cette petite souris ici, qui profite de notre absence pour venir grignoter les miettes de chips laissées ici ou les noix qu'une dame a échappées en dessous d'une table. Bon, c'est sûr que c'est un exemple un peu simpliste, mais je trouve que ça montre quand même bien comment les humains affectent le comportement de la faune. Juste ici, on voit comment la présence des humains affecterait le mouvement et l'utilisation d'habitat de notre souris. Puis ces impacts qu'on a sur le comportement des animaux sauvages sont assez bien documentés dans la littérature. Mais les études là-dessus vont souvent comparer des sites similaires, un avec des humains puis l'autre sans. Puis ça peut amener des effets confondants en fonction des différences entre les caractéristiques des sites. Par contre, la COVID a fourni une opportunité vraiment intéressante parce que tout d'un coup, à plein d'endroits où il y a toujours eu de l'activité humaine, soudainement, il n'y en a plus. Donc, on peut comparer directement l'effet de la présence des humains sur la faune. Il y a plusieurs méta-analyses qui ont été faites sur le sujet, dont celle-ci, par exemple, qui regroupe au-dessus de 300 exemples où l'arrêt des activités humaines a eu des impacts soit positifs ou négatifs sur la faune. Une activité qui a un fort effet sur les animaux et qui a été affectée par la pandémie, c'est la chasse. La chasse, c'est une source de mortalité, puis je pense qu'on comprend tous assez bien comment ça fonctionne. Mais quand on chasse les animaux, ça crée aussi du dérangement. Puis ça a un impact sur leur comportement. Par exemple, le cerf de Virginie utilise en général des habitats qui sont assez ouverts, mais durant la saison de chasse, ils vont se déplacer vers des habitats avec plus de couverts forestiers, ce qui leur procure un abri des chasseurs. Sinon, plusieurs espèces de canards diurnes vont changer leur patron d'activité pendant la saison de chasse et s'alimenter davantage durant la nuit, quand il n'y a pas de chasse. Donc on comprend assez bien comment la chasse va affecter le comportement des individus, mais on a peu de connaissances sur les répercussions que ces changements comportementaux vont avoir sur la biologie des espèces. Par exemple, sur des traits physiologiques ou des paramètres démographiques. Une espèce idéale pour essayer de creuser ces questions, c'est la grande oie des neiges. Pourquoi? Parce que c'est un oiseau qu'on chasse intensément depuis plus de 20 ans et pour lequel on a un suivi assez exhaustif à différents moments de l'année. Puis ça pourrait nous permettre de comprendre comment les effets de la chasse sur leur comportement vont affecter leur physiologie et leurs paramètres démographiques. Avant tout, la grande oie des neiges, c'est un migrateur qui passe l'hiver sur la côte américaine, se reproduit dans le haut Arctique et fait une halte migratoire de quelques semaines au Québec, au printemps et à l'automne. Particulièrement au printemps, la halte migratoire est un moment critique de leur cycle annuel parce que leur investissement reproducteur va dépendre des réserves qu'elles auront accumulées à ce moment-là. La population d'oies a explosé à la fin des années 80, principalement à cause de l'intensification de l'agriculture industrielle, qui leur a fourni une source de nourriture abondante et très profitable. Par contre, comme il n'y a pas d'agriculture en Arctique, les populations d'oies surabondantes ont eu des impacts importants sur les communautés végétales de leurs aires de reproduction dans le nord. Donc, pour remédier à ça et arrêter la croissance de la population, on a libéralisé les règlements de chasse à cette espèce, notamment en instaurant une saison de chasse spéciale de printemps à partir de 1999. Puis ça a eu des impacts sur le comportement des oies. Par exemple, on a montré qu'après avoir instauré la chasse de printemps, la probabilité qu'un groupe d'oies se nourrisse pendant 60 minutes sans être dérangé diminuait environ de la moitié. Ce dérangement a éventuellement affecté leur utilisation de l'habitat et on a mesuré que leur utilisation des champs, où elles sont principalement chassées, diminuait au profit des marais naturels, même s'ils sont une source alimentaire moins profitable. Finalement, on a montré que tout ça avait eu des répercussions sur leur physiologie. Leurs conditions physiques prémigratoires au printemps étaient plus faibles après qu'on ait mis en place la chasse de printemps. Donc tout ça, c'était bien intéressant, mais ça a été fait seulement sur les 2 premières années de ces mesures. Ça aurait été bien de pouvoir revisiter si ces effets étaient toujours présents après plusieurs années. Mais comme il n'y a pas eu de printemps sans chasse depuis les années 2000, ça rendait la comparaison assez difficile. Sauf que ça, c'était vrai jusqu'à la COVID, parce qu'au début de la pandémie, le confinement du printemps 2020 a eu pour effet de diminuer la pression de chasse sur les oies. On le voit bien ici sur un graphique de la récolte d'oies au printemps qu'on a utilisé comme indice de pression de chasse. On voit que la récolte en 2020 est 30% plus faible qu'en 2019. Ce qui n'est pas tant que ça,
mais quand même, c'est 50% plus faible que la moyenne des 20 dernières années. Alors tout d'un coup, on avait un printemps récent, sans chasse, ou presque, où on a pu aller voir comment les oies réagissaient. L'objectif de notre étude, c'était de déterminer si la réduction de la pression de chasse au printemps 2020 pouvait avoir affecté le comportement et éventuellement la condition physique des oies avant la reproduction. On prédisait que la réduction du dérangement par la chasse devait permettre aux oies de passer plus de temps dans les champs que d'habitude, puis que ça leur permettrait d'avoir une meilleure condition physique pour la reproduction. Alors, on est allé capturer des oies à l'île aux oies dans le Saint-Laurent en 2020, puis on a récolté des données sur leurs conditions physiques qu'on a pu comparer à des données similaires prises dans les années précédentes. On a aussi équipé des oies avec des colliers GPS, dont 4 qu'on a pu suivre en 2019 et en 2020. Puis ça nous a permis de déterminer la proportion du temps qu'elles passaient à tous les jours dans les champs agricoles. Alors, si on compare la condition en 2020 avec les années précédentes, qu'est-ce qu'on trouve? Premièrement, on voit que la condition est très forte en 2020. Elle est meilleure que dans les années 2007 à 2009, mais comparable à 2019. C'est normal puisque la pression de chasse était aussi relativement faible en 2019. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation de la condition en 2020, comme on le voit pour les autres années. On s'attend à cette augmentation parce que les oies sont en plein engraissement en prévision de la migration et de la reproduction. Ça suggère en fait que les oies ont atteint une forte condition physique très tôt au printemps en 2020, plus tôt que ce qu'on a pu observer pour toutes les années dont on dispose. Puis si on veut vraiment se convaincre que c'est dû à la chasse, on peut regarder comment la condition varie en fonction de la pression de chasse au printemps. Ce qu'on obtient, c'est une relation quand même forte entre la condition physique au printemps, ici en Y, et la pression de chasse sur l'axe des X. Donc, comment est-ce qu'elles ont fait pour être en si bonne condition physique au printemps en 2020? En allant se nourrir plus que d'habitude dans les champs qui sont vraiment profitables? En fait, non. Ici, ce qu'on voit, c'est la proportion journalière du temps passé dans les champs en 2019 et en 2020. On trouve le contraire de notre prédiction. Au début, ça nous a laissé un peu perplexes, mais en y repensant comme il faut, ça a fini par avoir du sens. En fait, ce qu'on voit ici, c'est l'utilisation des champs à la fin du printemps, juste avant le départ pour la migration. C'est le seul moment où on avait des données comparables en 2019 puis en 2020. Mais à ce moment-là, en 2020, les oies étaient déjà en vraiment bonne condition physique. Donc, à ce point-ci, elles n'ont plus un besoin aussi fort d'utiliser ces habitats, qui sont risqués parce que c'est surtout là qu'on les chasse. En fin de compte, elles ont probablement été capables d'utiliser ces habitats profitables en 2020, mais avant la période où on a des données GPS. Puis ça, c'est vraiment cool parce que ça veut dire que même après 20 ans de cette contrainte, il y a un compromis que les oies doivent encore faire entre l'utilisation d'habitats profitables et le risque qu'ils représentent. Donc tout ça, ça avait du sens. Puis on a publié un article qui décrit un peu tout ça. Évidemment, on doit être prudent avec l'interprétation parce qu'on a juste une année COVID et les analyses d'habitat étaient basées sur 4 individus seulement. Mais le truc cool qu'on a fait avec ce papier, c'est qu'on a fait des prédictions basées sur ce qu'on a observé. Donc on avait prédit que si la pression de chasse remontait au printemps 2021, les oies devraient avoir une condition physique moins forte, leur condition physique devrait augmenter au cours de la saison comme dans les autres années, puis finalement, elles devraient passer plus de temps dans les champs à s'engraisser en fin de halte migratoire. Alors, on est retourné sur le terrain en 2021 pour tester ça. Puis là, je vais vous montrer les 3 mêmes graphiques, mais en ajoutant simplement les données pour 2021. Premièrement, on voit que la pression de chasse était bel et bien plus forte en 2021 qu'en 2020. Ensuite, la condition en 2021 est plus faible qu'en 2020, puis elle augmente au fur et à mesure que la saison avance, comme dans les autres années qu'on avait. Puis finalement, si on regarde l'utilisation d'habitat, les oies passent à nouveau la moitié de leur temps dans les champs en 2021, comme on l'avait prédit. Alors c'est pas mal ça que j'avais pour vous aujourd'hui. En conclusion, on trouve que la chasse de printemps affecte encore la condition physique printanière des oies, que même après 20 ans d'exposition à cette contrainte, elles semblent encore faire le compromis de se mettre à risque pour s'engraisser suffisamment pour la migration et la reproduction. Tout ça a des implications pour la dynamique de la population, parce que si la chasse affecte la condition pré-reproductrice des oies, on pourrait se demander si cet impact sur la reproduction pourrait jouer un rôle dans l'arrêt de la croissance de la population qu'on observe depuis 20 ans. Finalement,
Ben, c'était quand même un cool exemple, je trouve, de la méthode scientifique où on a trouvé des résultats inattendus, on a fait des nouvelles hypothèses puis des prédictions, puis on est allé chercher d'autres données pour les tester. Alors voilà, merci pour votre attention, puis je pourrai prendre vos questions si vous en avez.